Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'Éducation. Tout de suite, le sommaire. Il est à l'origine de la loi qui va réglementer le travail d'influenceurs. Arthur Delaporte, député du Calvados et porte-parole du Parti socialiste, est notre invité. Avec lui, on parlera bien sûr des réseaux sociaux, forcément, et des impacts surtout de cette loi sur les jeunes. On va tout décrypter. Avec lui, on évoquera également l'actualité de l'éducation. Et si la collaboration se mettait au service de l'apprentissage, c'est la promesse d'une nouvelle pédagogie pour des élèves de primaire en Normandie. On vous explique tout en deuxième partie d'émission. Enfin, on vous en a parlé la semaine dernière, la Hongrie vit une période inquiétante en ce qui concerne son école. Guillaume Ouattara nous développera les dernières actualités dans sa chronique Vue à l'étranger. Guillaume qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On débute ce journal avec une nouvelle action en justice du collectif On veut des profs contre les absences non justifiées des enseignants. Oui, tout à fait, on en parlait sur ce plateau ici même. Le collectif On veut des profs vient de lancer une nouvelle offensive judiciaire. Leur objectif, il est très simple, permettre aux parents d'élèves avec des heures de cours non remplacés d'obtenir des indemnisations. 10 € pour l'heure de cours non remplacés au collège-lycée, 50 € pour les journées de cours non remplacés en maternelle primaire. Maître Joy Pitcher, qu'on avait reçu ici, explique: nous demandons à l'État de dédommager les familles pour le préjudice subi. Le but n'est pas de nous enrichir, mais d'établir un nouveau rapport de force avec l'État pour réclamer l'embauche d'enseignants. D'ores et déjà, une centaine d'actions ont été déposées à la fin 2022 pour obtenir des premières indemnisations. Ça a lieu un peu partout sur le territoire via les tribunaux administratifs. Et justement, pour conglomérer un petit peu tout le monde sous la même enseigne, On veut des profs, l'association annonce le déploiement de référents académiques locaux. Pape Ndiaye était en déplacement hier en Normandie, un déplacement qui n'y figurait pas sur l'agenda officiel du ministre. Oui, depuis quelques semaines, lorsqu'il se déplace, Pape Ndiaye préfère la discrétion à tremplin de communication. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il garde en mémoire le comité d'accueil qui avait été réservé dans une gare parisienne, tandis qu'il revenait d'un déplacement. Et donc, eh bien, ça a été un déplacement surprise dans une école de Caen où il a pu échanger avec des enseignants, d'abord autour de la problématique des élèves allophones. Vous savez, ce sont ces élèves qui ne parlent pas français à la maison et qui arrivent dans l'espace de l'école. Et là, il a annoncé tout simplement qu'il fallait de la concertation, de la cohésion entre les enseignants pour les accompagner. Autre thématique abordée par le ministre, celle de la profession des AESH. Et là, donc les accompagnants des élèves en situation de handicap. Le ministre a fait quelques annonces qu'il avait déjà faites, mais des reprécisions, des remotivations. Il a expliqué que les AESH, c'est aujourd'hui le deuxième métier de l'éducation nationale. Il y en a 130 000 en France. Il va y avoir plus de 4 000 recrutements par an. Il annonce donc 10% d'augmentation donc pour mieux payer les AESH et aller vers 33-35 heures par semaine, puisque l'on sait que la difficulté, c'est celle d'un métier souvent à temps partiel. Oui, c'est ça. On a besoin de recruter des AESH, tout comme des enseignants. Et d'ailleurs, direction Versailles, où l'Académie organise 4 jours de job dating pour recruter des enseignants contractuels. Oui, c'est une question qui pourrait figurer au bac de philo. Peut-on devenir enseignant en quelques minutes, en 30 minutes ? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est en tout cas le pari qui est proposé par l'Académie de Versailles depuis hier et pendant 4 jours. Un immense job dating est organisé par le rectorat. L'objectif, ça va être de recruter plus de 500 professeurs pour la rentrée de septembre. L'an dernier, ce sont ainsi 600 enseignants qui ont été recrutés. Parmi les profils qui vont être acceptés, ce sont en général des candidats qui ont passé les épreuves écrites, mais qui ne les ont pas eu. Le rectorat, il se défend face aux critiques avec des propos que on peut juger quand même un petit peu polémiques. Ils sont incarnés par Michael Kirat, l'un des recruteurs du rectorat, qui explique que l'une des qualités d'un professeur, c'est sa volonté d'incarner à court et d'animer le face-à-face pédagogique. Il n'y a pas besoin d'aller à l'université. Pour ça, les enseignants et les syndicats apprécieront. On termine avec une marche blanche des infirmiers de l'éducation nationale pour dénoncer leurs conditions de travail. Manque d'attractivité, manque de moyens, manque de recrutement et surtout salaire trop bas. Voilà certaines des thématiques, des problématiques qui sont rencontrées par les infirmières et les infirmiers scolaires qui ont décidé de manifester. Leur rôle, il est central au sein des établissements. Il y a bien sûr tout ce qui peut arriver au quotidien, ce qu'on appelle entre guillemets la bobologie, mais il y a aussi un rôle de détection, de dépistage de certaines maladies. Et l'une de ces infirmières qui a décidé de se joindre à cette marche, Sandrine Renaud, explique que les
infirmières et les infirmiers scolaires ont de nouvelles missions depuis quelques années. On doit faire face à des problématiques de souffrance psychique des enfants grandissant au sein de familles qui dysfonctionnent ou qui sont victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Outre les revalorisations salariales, elle demande le recrutement de 15 000 personnes supplémentaires. Merci Guillaume pour ces infos. Mettre fin aux dérives des influenceurs, eh bien, c'est l'objectif de la proposition de loi faite par 2 députés, notamment le député Arthur Delaporte. Il est avec nous dans le Grand JT. Bonjour Arthur Delaporte. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes député du Calvados et porte-parole du Parti socialiste. On est ravis de vous recevoir grâce à vous, Arthur Delaporte, mais aussi au député Stéphane Vagetta. La France est devenue le premier pays du monde à définir juridiquement ce qu'est un influenceur. On va y venir justement à cette définition, à ce statut qu'on ne connaissait peu ou pas, si ce n'est de ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez coécrit donc une proposition de loi pour réglementer ce secteur, pour encadrer surtout les pratiques commerciales qui s'y opèrent, et j'imagine aussi les problèmes d'imposition qu'on pourrait avoir ou pas chez certains influenceurs. Une proposition adaptée, et là c'est magique, surtout après la réforme des retraites, en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que vous vous attendiez à faire l'unanimité ? Au départ, c'est vrai que c'était pas forcément ce que j'attendais. Moi, je pensais qu'au contraire, on allait avoir une petite levée de bouclier parce qu'on allait remettre en cause un certain nombre d'intérêts, des intérêts économiques, des intérêts des influenceurs qui, pour certains, une petite minorité, mais vivaient de ces pratiques trompeuses, des arnaques, et donc on se disait, ils vont se mobiliser à un moment ou à un autre. Et finalement, non. On a réussi justement parce qu'il y avait des victimes, parce qu'il y a eu cette mobilisation de la communauté des victimes, et puis parce que je pense qu'on a fait notre travail aussi d'une manière intelligente, c'est-à-dire en discutant, en étant ouvert au dialogue à la fois avec l'ensemble des acteurs de l'influence, mais aussi entre les parlementaires. Et oui, parce qu'en fait, c'est une loi transpartisane. C'est ça, vous avez travaillé effectivement avec un député Renaissance que j'ai cité tout à l'heure, Stéphane Vagetta, mais aussi parce que je crois que l'ensemble de l'Assemblée, ou presque, en fait, sauf le RN, voilà. Mais en fait, pour le coup, ils ne se sont pas positionnés, ils n'ont pas voulu parler. 2 sujets. Le premier, c'est qu'on n'a pas souhaité les intégrer. Enfin, moi, je suis ceux qui défendent le principe du cordon sanitaire, c'est-à-dire le fait qu'on ne travaille pas avec le Rassemblement national parce qu'on conteste ce qu'il porte en fait en termes de valeurs, de philosophie, et donc moi j'ai pas du tout envie de coopérer avec des gens qui ont une philosophie qui pour moi est contraire au principe de la République. Mais vous ne coopérez pas avec ce qu'on dit aujourd'hui du RN, c'est-à-dire l'extrême droite, mais en revanche avec l'extrême gauche, oui. Oui, pour le coup, en fait les insoumis, ils n'ont pas des valeurs anti-républicaines, si c'est d'eux qu'on parle, ou les communistes, je veux dire, c'est des gens qui portent des valeurs qui sont conformes, c'est l'égalité, la liberté, la fraternité, et donc pour moi, tous ces gens qui défendent ces valeurs et qui en sont les héritiers aussi. Je veux dire, les insoumis comme les communistes sont les héritiers du Conseil national de la résistance, qui sont comme les socialistes ou les républicains. Voilà, c'est de la famille républicaine française. Et aujourd'hui, c'est avec eux qu'on a pu travailler pour proposer cette loi de manière consensuelle et transpartisane. Le Rassemblement national, qui quand même représente 89 députés, si je compte bien à l'Assemblée, n'a pas été choqué de cette situation ? Pour le coup, c'est une pratique qui se fait de manière générale. La plupart du temps, quand on peut travailler sur le Rassemblement national, on le fait. Je veux dire, on ne va pas aller co-construire des mesures, on ne va pas aller chercher à discuter ou négocier quoi que ce soit avec le Rassemblement national. Mais de manière générale, même si on avait ouvert notre groupe, ce qui pour moi n'était pas possible, à des élus du Rassemblement national, ils ne s'en seraient pas saisis. Parce que sur les sujets comme celui de l'influence, par exemple, ils ont une vision assez déconnectée des choses, très, pas moraliste, mais on va dire, ils voient le numérique comme quelque chose qui est fondamentalement hostile, ou, ils sont un peu vieux jeu. Alors que nous, l'idée, c'est on prend les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un problème, c'est la régulation de l'influence à l'ère numérique, comment on fait, quel est le problème qui se pose et comment concrètement on avance. Et ça, ça nous a permis de réunir justement des députés du groupe LFI jusqu'au groupe républicain qui se sont engagés. On avait 30 députés qui participaient à un groupe de travail et qui ont permis d'aboutir derrière à ce consensus. Et je peux vous dire que sur cette loi, parce qu'on a travaillé de façon intelligente, il y a un quart des amendements des Insoumis qui ont été adoptés, ce qui est jamais le cas d'habitude, un quart des amendements des Républicains aussi. Donc vous voyez, toutes les oppositions ont pu apporter leur pierre à la construction de ce projet, donc qui a été porté par un député de l'opposition que je suis et puis un député en effet de la majorité, Stéphane Vagetta. Alors qu'est-ce que c'est qu'un influenceur ? C'est quoi le statut finalement défini de par votre loi ? Alors nous on a choisi d'attaquer entre guillemets le statut, la définition du statut qui n'existait pas dans le droit par l'activité d'influence commerciale. C'est-à-dire que on peut être journaliste, on peut être conducteur de bus, mais être de fait conduit à faire une activité d'influence quand on va être rémunéré
quand on va bénéficier d'un avantage soit économique, voilà, une rémunération en monnaie, soit une rémunération en nature pour faire une promotion. Et à partir du moment où il y a une promotion, où il y a finalement l'engagement de faire cette promotion en échange de l'avantage en nature, par exemple, alors on exerce l'activité d'influence commerciale. Donc par cette loi, en fait, vous protégez à la fois, si je comprends bien, les influenceurs et les consommateurs. Je dis protéger dans le sens positif du terme. C'est une loi qui vote pour, pas contre. Tout à fait. En fait, c'est pour ça qu'on a réussi aussi à réunir cette espèce de consensus. C'est parce qu'on avait à la fois les influenceurs qui étaient accusés finalement d'un certain nombre de dérives, alors que la plupart faisaient les choses plutôt bien, et puis en même temps des consommateurs victimes. On avait ces deux communautés qui se disaient lésées par cette dérive. Donc en disant ceci n'est plus acceptable, à la fois on peut redonner confiance dans les influenceurs qui font bien leur travail, et puis aussi on peut redonner confiance aux consommateurs qu'on protège. Alors si on prend un exemple fort, il y en a plusieurs évidemment. Le premier, c'est les dérives autour de la chirurgie esthétique, par exemple, qu'on retrouve beaucoup effectivement sur les réseaux sociaux. Là, on peut dire que d'ores et déjà, il y a un cadre commercial qui était déjà clair, on le savait, hein, parce que finalement, cette loi, c'est une synthèse de tout ce qui pouvait déjà exister avant. On savait qu'on ne pouvait pas parler évidemment de l'aspect médical ni de l'aspect chirurgie esthétique, mais là, c'est clairement établi, non? C'est plus compliqué que ça, parce que finalement, il y avait un décret en 2019 qui avait réautorisé la publicité pour la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique, mais avec un certain nombre de garanties. Comme on a considéré que ce décret n'était pas suffisamment protecteur, que finalement, aujourd'hui, il y avait un cadre qui n'était pas assez clair, on a dit on interdit totalement la publicité par des influenceurs pour de la médecine esthétique ou de la chirurgie esthétique. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a considéré que les dérives qu'on avait pu observer, des personnes qui se retrouvaient défigurées, parce qu'on les envoyait chez des faux médecins, pour dire plus clairement, et en fait c'était plus possible. Et ça fait partie des interdictions renforcées, même si de manière générale, la loi se contente, on va dire, mais c'est déjà important, de dire que c'est le droit de la publicité qui s'applique aux influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, certains influenceurs considéraient que c'était une forme de hobby, que ce n'était pas un métier, qu'ils n'étaient pas publicitaires, enfin, qu'ils n'étaient pas dans une action de publicité. Parce que tous ne gagnent pas de l'argent avec leur activité. Que, voilà, on allait recevoir, par exemple, des vêtements, ça n'allait pas forcément être, on va dire, une rémunération factuelle. Si, en fait, c'est une rémunération que de recevoir des vêtements et de faire ça en contrepartie, finalement, d'une publicité. Donc, oui, aujourd'hui, on a élargi, finalement, le spectre de l'influence, notamment aux avantages en nature, mais on a aussi contribué à responsabiliser ceux qui faisaient de l'influence en leur disant vous êtes obligés d'être transparents, d'afficher très clairement que vous faites de la publicité. Beaucoup ne le faisaient pas ou se contentaient d'un petit hashtag un peu caché. Demain, ça devra être clair, visible, lisible durant l'intégralité de la promotion, et ça aussi c'est nouveau. Ah oui, tout à fait, c'est nouveau. Vous avez invité 3 influenceurs justement à venir à l'Assemblée nationale dernièrement, justement pour parler, j'imagine, pour évoquer le sujet, parce qu'il s'agissait aussi que tout le monde puisse comprendre. J'imagine qu'au sein de l'Assemblée nationale, tout le monde n'est pas forcément, très aussi au fait, au fait des réseaux sociaux. Alors, on l'a pas fait pour ça. On l'a fait parce que à la veille des débats, moi j'ai commencé à m'intéresser à l'influence parce que j'avais rencontré notamment quelqu'un qui s'appelle Sam Zira. Oui. Et je lui avais dit on te réinvitera, on te fera visiter l'Assemblée nationale. Mais j'avais aussi rencontré sur son plateau, parce que c'est un YouTuber, une influenceuse qui s'appelle Noémie, et elle voulait visiter l'Assemblée. Donc je lui ai dit en fait à la veille des échanges en séance, je vous inviterai pour vous faire visiter l'Assemblée nationale, mais aussi pour discuter avec mon collègue Stéphane Vogetta, des dérives de l'influence. Et donc voilà, on a organisé cette petite visite et cette discussion parce que, il y avait Mélanite, par exemple, l'influenceuse Mélanite, qui était réputée pour avoir fait un certain nombre de dérives. Et donc c'était l'occasion de discuter avec elle, de voir si elle en avait conscience. Et elle en avait conscience. Et elle avait aussi envie de changer, de dire, maintenant, je ferai attention à ce que je fais. À quel point elle en avait conscience? Qu'est-ce qu'elle vous a dit lors de cette séance? Déjà, elle avait fait des choses sur lesquelles elle s'était déjà fait taper dessus. Donc, par exemple... Se faire taper dessus, c'est pas forcément prendre conscience. À quel moment je pense qu'elle avait pris conscience sur, par exemple, l'histoire des permis de conduire ou des cartes handicapées. Donc, en fait, elle avait dit, voilà, avec ce site, vous pouvez vous acheter des cartes handicapées, des trucs un peu, déjà totalement interdits. Mais quand elle avait fait la pub, elle s'était pas forcément rendu compte du caractère délirant de ce qu'elle faisait. Elle a eu une mise au point très claire et je pense que, elle a été condamnée pour ça. Mais pour le coup, elle avait fait d'autres pubs. Par exemple, de la pub pour ce qu'on appelle le copy trading, donc de
de copier des placements financiers en groupe en promettant en fait aux gens qu'ils allaient avoir des rémunérations énormes, ou alors de la pub pour ce qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, c'est acheter des produits à travers un site tiers, mais qui sont en fait commandés en bloc sur des sites chinois, par exemple AliExpress, et qui parfois n'arrivent jamais, sont contrefaits, sont de mauvaise qualité ou non conformes aux normes européennes. Bon, elle avait pu faire ce type de publicité-là, par exemple, totalement interdit, la publicité pour de l'alcool, la publicité pour... Bref, et à fur et à mesure qu'on listait, elle disait bah oui j'ai fait, mais c'est vrai que maintenant je ne ferai plus, et notamment parce qu'on lui disait que ça allait être dans le texte de loi. Et c'est là où on voit que la loi a une importance, parce que c'est un cadre qui doit être connu, su de tous, et donc que tout le monde doit respecter, et notamment les influenceurs. Donc ça c'était en plus symbolique qu'autre chose, parce que auparavant on avait rencontré beaucoup d'influenceurs pour écrire et préparer cette loi. Justement, les influenceurs entre eux, donc pour ceux qui ont pris conscience, étonnamment au dernier moment, mais enfin qui ont pris conscience effectivement de la situation, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour eux au quotidien? Ça veut dire qu'ils vont clairement gagner moins d'argent, ils vont devoir se positionner autrement sur d'autres... Parce qu'on le sait, c'est comme malheureusement pour les marchés dramatiques de la drogue, quand on ne peut plus aller sur tel terrain, on passe sur on se positionne. C'est vrai qu'il peut y avoir un côté fuite en avant. Quand on a épuisé un filon, quand les gens se sont rendus compte de la supercherie, eh bien, il faut trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Donc le risque, c'est que voilà, on aille toujours plus loin. Mais aujourd'hui, on a quand même fixé des principes clairs dans la loi, et notamment celui de la transparence sur l'intention commerciale. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est ce dont vous parliez, c'est-à-dire la lisibilité, clairement. Et ça, tout le post, c'est-à-dire la vidéo, la l'image. Promotion, voilà. On doit dire, je suis en train de vous faire une pub. Et donc, ça change clairement le rapport au consommateur. Et donc, on pourra aussi signaler plus facilement aux plateformes des promotions qui sont délictuelles, etc. Donc, il va y avoir aussi plus de vigilance de la part du consommateur. Donc, même si l'influenceur évolue, derrière, il y aura plus de contrôle public, plus de contrôle de la part des citoyens, et puis aussi finalement un engagement de la part des influenceurs qui sera plus important à prendre, notamment parce qu'une marque, quand elle fera de la pub avec un influenceur, elle devra faire des contrats avec lui. Donc tout ceci participe à la transparence. Donc demain, ça sera quand même plus dur de faire n'importe quoi. Mais c'est pas pour autant que ça sera pas toujours un petit peu n'importe quoi. Et donc on devra aussi peut-être revoir la loi si on constate de nouvelles pratiques. Mais j'espère qu'on a été assez englobant pour essayer de réguler les dérives principales. Se pose forcément la question de l'influence et surtout de la manière de s'informer, de l'intox, l'infox, l'information de manière générale, l'éducation aux médias, aux fake news. On en parle aussi pour nous, pour notre génération, pour toutes les générations, ça fonctionne. Est-ce que nos jeunes sont parés justement à cela? Est-ce que vous avez rendu compte lors des discussions que vous avez eues à la fois avec vos collègues députés, mais aussi avec ces jeunes influenceurs qu'il y avait encore beaucoup de progrès à faire sur ce sujet? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours des progrès à faire pour sensibiliser, on va dire, à la vigilance en ligne. Et d'ailleurs, on rentre dans la loi, on a un article spécifique dédié à la question de l'éducation, notamment des plus jeunes. On modifie le code de l'éducation pour sensibiliser les plus jeunes à la question des dérives de l'influence et aux pratiques de l'influence en ligne, mais aussi à la question des stéréotypes sexuels et sexistes. Donc voilà, on essaie plus largement de sensibiliser les jeunes. Ça, c'est important. Sensibiliser de quelle manière? Sensibiliser dans les programmes scolaires, par exemple. On va devoir demain sensibiliser les plus jeunes parce que ça sera dans les programmes, parce qu'il faudra enseigner à l'école en disant voilà quels sont les éléments de vigilance, voilà quels sont tes droits, voilà quels sont tes devoirs à l'ère des réseaux sociaux. Mais il faut plus largement sensibiliser tout le monde. Et Pardon, ce sera, excusez-moi monsieur le député, mais ce sera pendant les cours de MC, c'est-à-dire l'école d'éducation. Par exemple, oui, voilà, en tout cas ça devrait être dans les programmes scolaires. C'est pas moi qui vais faire le détail, je ne suis pas ministre, etc. Mais nous on fixe la loi, elle fixe un principe général parce que c'est important de dire que oui, aujourd'hui les plus jeunes doivent être sensibilisés. Et donc, mais il n'y a pas que les plus jeunes, parce que parfois on voit que les victimes des influenceurs, ça peut être des personnes qui se font berner et il n'y a pas d'âge pour se faire berner. Et ce qu'on demande, et l'intérêt de cette loi, c'est qu'il y a aussi une vertu pédagogique au sens où elle permet de diffuser finalement à la fois la connaissance des règles, mais aussi de la vigilance de la part des consommateurs vis-à-vis de l'influence en ligne. Pourquoi je posais la question tout de suite de la chirurgie esthétique? C'est parce que finalement, par le biais des réseaux sociaux, on voit des images souvent très tronquées de la vie des gens de manière générale, qui sont toujours au soleil, en train de rien faire, se reposer, avec toujours une quête jusqu'au boutiste de la beauté, en tout cas d'une certaine forme de beauté qui est recherchée, avec une influence qui n'est pas toujours tout à fait saine, si je puis dire. Et on voit par ailleurs l'immense queue à Paris pour un magasin éphémère Shein, qui est cette marque chinoise de fast fashion, on appelle ça comme ça, qui fait beaucoup en fait polémique aujourd'hui. Ils ont beaucoup, alors évidemment, à l'instar effectivement de votre groupe, ont dénoncé cette industrie, cette économie, mais c'est vrai que, parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir fait travailler les Ouïghours, mais
est-ce que c'est facile de sensibiliser les jeunes à la fois à la conscience des achats qu'ils font, de leur responsabilité finalement face à l'influence, face aux réseaux sociaux, et en même temps à tous ces jeunes que l'on voit aujourd'hui et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui peinent à se loger, à se nourrir et aussi à se vêtir. Bon, pour le coup, sur l'histoire de la fast fashion, c'est vrai que ça demande à la fois de notre part, mais de la part plus largement des influenceurs, de faire preuve de responsabilité. La loi, elle ne peut pas remplacer, on va dire, l'éthique ou la déontologie, mais ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui se saisissent des questions environnementales et qui alertent sur les dérives de la consommation à outrance. Il y a même des influenceurs qui refusent aujourd'hui certains partenariats parce qu'ils sont mauvais pour l'environnement. Et ça, c'est important. Ça veut dire ça fait même partie de leur image aussi. Voilà, ça fait partie de leur image. Et plus on sera sensible à la question des dérives, notamment de l'impact sur le climat d'un certain nombre de marques, de promotions et de pratiques de consommation, c'est-à-dire consommation excessive de vêtements, mieux ce sera. Et moi, je constate aujourd'hui que les jeunes se tournent de plus en plus vers, par exemple, les vêtements de seconde main, l'upcycling ou les recycleries, etc., pour trouver des vêtements dans des friperies qui auraient déjà été utilisés, donc qui incitent à une consommation plus responsable. Arthur Delaporte, vous avez été agrégé d'histoire, donc vous connaissez très très bien le monde évidemment de l'éducation nationale, de l'enseignement, vous avez enseigné à l'université et j'aimerais effectivement vous parler non pas forcément que des réseaux sociaux et de l'influence, mais aussi de la situation générale des jeunes et évidemment de l'éducation nationale. On le voit, c'est très difficile, la pénibilité des professeurs aujourd'hui est telle qu'il manque énormément de professeurs. On a vu les annonces faites par à la fois le président de la République sur le sujet de l'école et de manière générale, évidemment, plus précisément sur les annonces faites par le ministre Pap Ndiaye. Est-ce qu'elles vous semblent suffisantes ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une crise d'attractivité pour devenir prof. On ne veut plus forcément devenir prof comme on le souhaitait dans les années 60 ou 70. C'est plus une perspective désirable. Donc c'est un vrai sujet. Comment Excusez-moi, mais quand vous faites votre agrégation, vous, est-ce que vous avez ce sentiment, est-ce que vous avez cette envie, cette vocation de devenir prof ? Oui, mais en fait c'est différent. C'est parce que moi je candidate à un concours où on peut accéder par exemple à une rémunération un peu supérieure et un nombre d'heures un peu plus faible. C'est ça aussi l'agrégation. Aujourd'hui, quand on voit le salaire, et même le salaire des agrégés en début de carrière, mais le salaire d'un enseignant certifié, c'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible par rapport au niveau de qualification. C'est-à-dire qu'on a masterisé, on a fait évoluer le degré de qualification nécessaire pour devenir prof, mais on n'a pas forcément rehaussé pour autant le niveau de rémunération. Donc, il y a d'abord un enjeu de rémunération. L'annonce faite des 10% d'augmentation. Oui, mais 10% en échange de quoi ? C'est 10% de plus en échange de travail en plus. Et finalement, aujourd'hui, les enseignants, ils travaillent déjà plus que 35 heures. Donc finalement, pour moi, faire travailler plus pour gagner un tout petit peu plus, c'est pas forcément la logique. Aujourd'hui, on peut déjà faire des heures supplémentaires. Pour vous, finalement, c'est pas une augmentation. C'est pas une augmentation, c'est pas une revalorisation du taux horaire. Donc c'est pas ce que j'appelle être une augmentation, une revalorisation ou des éléments de meilleure attractivité. Moi, je considère que si on veut dire aux profs venez travailler, on leur offre de meilleures conditions de travail. Vous avez des pays où les profs ont des bureaux. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un établissement scolaire, vous n'avez pas un bureau. Vous êtes dans une salle des profs bondée, vous êtes mal équipé, vous n'avez même pas de quoi faire vos impressions, vous devez faire la queue à la photocopieuse pendant des heures, vous n'avez pas de craie. Enfin, c'est ça la réalité aujourd'hui. Je ne parle pas des classes dans lesquelles l'air est insalubre parce qu'il y a de l'humidité ou que vous avez moins 10 en hiver et 45 degrés en été. Bon, vous voyez, ça, c'est des conditions de travail acceptables ? La réponse, elle est non. Donc, voilà, il y a un problème aujourd'hui de l'attractivité. Mais il y a aussi une erreur qui a été faite par le gouvernement. C'est ce que pointait d'ailleurs la Cour des comptes dans un rapport. Ça a été en 2017 de baisser le nombre de recrutements au concours. Moi, je sais que sous François Hollande, entre 2012 et 2017, on a ouvert énormément les places au concours. Je parle de l'agrégation, par exemple. Vous avez quasiment divisé par 2 ou 3, à partir de 2017, sous Jean-Michel Blanquer, le nombre de places ouvertes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? C'est qu'on se dit, tiens, il y a une pénurie. Ben oui, d'accord, il y a une pénurie, mais elle est due à quoi ? Elle est due à la responsabilité du gouvernement et d'Emmanuel Macron dans le gel des recrutements. Alors aujourd'hui, peut-être qu'on va commencer à recruter de nouveau, mais il y a aussi des vagues de départ en retraite. Bref, il n'y a eu aucune anticipation
réelle sur notamment les besoins en termes de recrutement. Et en plus, on va fermer des classes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on ferme des classes, mais on recourt de plus en plus aussi aux contractuels. Qu'est-ce que c'est que des contractuels? C'est des gens qui auraient aimé devenir profs, mais qui n'ont pas été pris parce que, pour beaucoup, il n'y avait pas assez de place au concours ou ils n'avaient pas forcément le niveau. Mais le niveau, c'est pas que de la responsabilité des contractuels. C'est aussi qu'on n'a pas su les accompagner de manière suffisante pour qu'ils aient aussi les qualifications nécessaires. Donc, du coup, on leur a dit, vous ne pouvez pas devenir prof parce que vous n'avez pas les qualifications, mais vous allez quand même être prof et on va vous envoyer devant des élèves dans des conditions évidemment encore plus dégradées de salaire. Et donc, ça veut dire qu'on se trouve avec une éducation au rabais qui est contraire finalement au principe de service public. Donc, que veut-on aujourd'hui? On veut mieux rémunérer les enseignants, il faut en recruter plus et il faut arrêter aussi de baisser toujours plus le nombre d'enseignants, ce qui a pour conséquence de fermer des classes, comme vous le disiez à l'instant. Pape Ndiaye a présenté également des projets au sujet de la mixité sociale, qui est un sujet qui lui tient évidemment à cœur. En réalité, très peu d'annonces. On attend encore vraiment le plan jugé pas assez ambitieux pour certains et qui attendait des garanties de la part évidemment d'enseignement privé. Est-ce vraiment l'enseignement privé qui pose problème selon vous? C'est certain qu'aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'on donne l'impression que c'est l'école publique seule qui peut résoudre le problème de la mixité sociale. Alors déjà, vous avez raison de noter que le plan a été reporté dans son annonce. Donc Pape Ndiaye avait dit « je vais faire des grandes annonces sur la mixité » et puis, paf, au dernier moment, il le reporte. Et ça, c'est vraiment le signe que ce n'est pas un sujet prioritaire. Et à côté de ça, il contractualise de nouveau avec l'enseignement privé. Et donc oui, en effet, il y a un sujet parce que on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, on continue de financer à 73% l'enseignement privé avec de l'argent public, et de l'autre, en fait, on fait reposer au seul public la responsabilité de la mixité scolaire. Moi, je suis un ardent défenseur de l'école publique, laïque, républicaine, gratuite. Et ça, c'est vrai que l'école privée, elle est payante. Donc déjà, on a une barrière d'entrée. On a un frein à la mixité sociale quand on va vers le privé. On a aussi un moyen de sortir des secteurs, de désectoriser ses enfants. Et donc, on va avoir des parents plus aisés quand on a un petit peu de moyens et qu'on considère qu'on vit dans un ghetto, et de ne pas mettre ses enfants et donc d'avoir un impact sur la mixité à l'école. Alors que des expérimentations intéressantes avaient été lancées, notamment sous Najat Vallaud-Belkacem, de désectorisation en Haute-Garonne, à Paris aussi, avec des exemples de mixité scolaire importants. Et bien tout ceci, ça a été arrêté, notamment par Jean-Michel Blanquer, parce qu'on peut avoir un discours global, tout le monde peut dire oui, moi je suis pour la mixité scolaire, mais derrière ce qui compte c'est la mixité en acte, et ça je pense que seule la gauche aujourd'hui a cette ambition. Alors comment faire? Parce que tout le monde dit que l'école est inégalitaire, tout le monde dit qu'il y a un problème de mixité sociale, c'est un droit bien sûr immense de pouvoir y aller à l'école, et heureusement on a ce droit en France, c'est préservé, pardon, mais on n'arrive pas à se sortir de cette spirale infernale, de cette reproduction finalement du schéma social. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est ma dernière question. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a un sujet déjà d'ambition. C'est-à-dire que quand on veut vraiment faire les choses, par exemple, quand on veut désectoriser, j'ai évoqué les exemples d'expérimentation qui avaient été lancés, ça a un effet. C'est-à-dire que quand on dit dans un quartier, vous êtes dans un quartier sensible, vous allez pouvoir aller avec les élèves du quartier bourgeois qui habitent juste à côté, et inversement, ça a des effets sur la mixité scolaire. Sur les grandes villes, si on prend la ruralité, si on prend des villes moyennes. En ruralité ou dans les villes moyennes, c'est pas là. Coûteux pour les familles. Non, mais alors, en ruralité ou dans les villes moyennes, c'est pas là où on a les plus forts problèmes de mixité. Pour le coup, les inégalités, elles sont criantes entre en région parisienne, par exemple. Moi, je parle dans ma ville, à Caen, on a en effet des problématiques de mixité, mais on a un centre-ville plus bourgeois et des quartiers plus populaires. Voilà, on a des choses à faire, on a des choses à inventer, et on a notamment à renforcer l'école publique, parce qu'aujourd'hui, le problème, et on l'a dit, c'est la fuite vers le privé. Et comment on lutte contre la fuite vers le privé? On met des conditions, on réduit, alors que depuis 5 ans, 6 ans, on a de plus en plus subventionné le privé. On arrête cette fuite en avant vers le privé et on renforce l'école publique. Mais on réduit les subventions et on peut aller vers des logiques de contractualisation plus forte, mais moi je suis pour en effet qu'on favorise l'école publique parce que c'est le rôle de l'État républicain. Merci beaucoup monsieur le député Arthur Delaporte d'avoir été avec nous sur ce grand JT. Je rappelle que vous êtes député du Calvados et porte-parole du Parti Socialiste. Merci d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve.
De retour sur le plateau du Grand JT d'éducation, je suis ravie d'accueillir Florence Catala. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous par Skype. Alors, vous êtes à l'origine de cette nouvelle école primaire à côté de Rouen, dans la ville de Mont-Saint-Aignan, qui s'appelle l'École, où vous proposez une pédagogie où la collaboration est vraiment au cœur de l'apprentissage. Racontez-nous. Oui, il s'agit d'apprendre aux enfants à être en réseau pour ancrer les savoirs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un seul sachant dans la classe qui est l'enseignant, c'est de faire en sorte que les autres élèves soient apporteurs de savoir et d'ancrage pour les autres. Donc, c'est comment les 29 autres, si nous sommes 30, vont me permettre de trouver dans le groupe les personnes qui vont m'aider à apprendre ce que je dois apprendre. Alors, si on prend une idée pratique, une journée type, ça voudrait dire quoi? On est en classe, par exemple, de CP, et en fait, les enfants qui déjà maîtrisent l'écriture ou la lecture vont pouvoir aider les autres enfants? Oui. Alors, en fait, on va avoir plusieurs temps. On va avoir un temps découverte des savoirs sous un mode un peu projet, où les enfants vont faire des découvertes un peu ludiques en partant d'expériences de leur quotidien. Ce qui est très important, c'est que tout est basé sur le sens. Moi, ce que je veux, c'est que les enfants comprennent pourquoi ils apprennent. Donc, on va fonder déjà l'apprentissage à partir d'un pourquoi. Et à partir de ce pourquoi, on va tirer le fil. Donc, il y a un temps découverte du savoir. On va essayer d'avoir ce temps-là. Et ensuite, un deuxième temps qui va être l'exploration des savoirs au travers de l'expérimentation. Donc, c'est par exemple comment je vais apprendre à diviser des chiffres, à comprendre la division au travers d'exercices que j'ai dans la vie quotidienne. Par exemple, quand je fais avec mon papa ou ma maman un gâteau, des cocktails. Donc, je pars de situations réelles que je vais expérimenter pour comprendre ce qu'est d'abord la division et pour pouvoir évidemment la pratiquer plus facilement. D'accord, mais le système collaboratif par rapport, alors j'ai compris l'expérience, le côté ludique du gâteau par exemple et de la division, mais sur le côté collaboratif par exemple du gâteau, quel est-il ? Alors, en fait, ils vont travailler à plusieurs. Il va y avoir un cadre commun, un objectif commun. Donc, ils ont un cadre de travail tiré par des règles de travail communes. Ils ont un objectif commun à atteindre et ils vont se dessiner un rythme de travail ensemble. Chacun dans le groupe a un rôle. Donc, il y a le rôle de celui qui va tenir le timing, il y a celui qui va jouer le médiateur, il y a celui qui va être l'éclaireur, qui va aller chercher auprès des autres élèves des idées de façon de travailler pour les aider à comprendre autrement ce qu'ils sont en train de faire s'ils n'arrivent pas à avancer. Donc, si vous voulez, il y a une notion de rôle, de rythme et de sens collectif, puisqu'il y a un objectif collectif à atteindre. Et au fur et à mesure du temps que l'enseignant va passer avec eux, il va ancrer des méthodes de travail collectives avec eux, organisées par des règles de travail collectives. Alors c'était intéressant parce que vous disiez c'est important qu'un enfant, un élève comprenne pourquoi il apprend, ce qu'il va apprendre, mais aussi ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous organisez une demi-journée par semaine, une session en fait, pour que les enfants fassent une réflexion sur eux-mêmes. Comment ça se passe ? Oui. Alors l'objectif, c'est, si vous voulez, moi j'ai créé cette école aussi de par mon expérience professionnelle, où je suis frappée par les gens qui ont une difficulté à vivre le collectif et à trouver leur place dans la société parce que simplement ils ne se connaissent pas très bien. Donc il a été évident pour moi, entre guillemets, de dire mais aidons les enfants dès le plus jeune âge à se connaître, ce qu'on appelle la connaissance de soi. Je ne l'ai pas inventé, la connaissance de soi, mais c'est de la transposer aux enfants et de dédier du temps à ce que... en se connaissant mieux, d'abord ils seront plus objectifs et objectants vis-à-vis de leurs parents sur ce qu'ils veulent faire. Ils pourront être plus en controverse fertile avec leurs parents pour leur dire mais non, tu veux que je fasse ça, mais en fait moi c'est ça que j'aime, etc. Et donc c'est éviter de projeter les enfants dans ce qu'on a envie qu'ils soient, parce qu'on a tous des projections, de façon à ce qu'ils soient alignés avec eux-mêmes le plus tôt possible. Et c'est une façon évidente aussi pour les aider à mieux appréhender ce qu'ils font au quotidien à l'école, qui est l'apprentissage. Plus je comprends qui je suis, ce que j'aime, ce qui fait ma relation avec les autres, etc., mieux je m'intègre dans la société, mieux le savoir-être et le savoir-vivre et le savoir ensemble, surtout, est facilité. Voilà. Et donc, parce que ça se paye plus tard, en fait. On voit toutes les conséquences de ce travail qui n'est pas fait dans la vie d'adulte. Voilà. C'est facile d'apprendre à 6 ans, 8 ans, 10 ans à se connaître. On peut savoir qui nous sommes à cet âge-là ? Oui. Je dis souvent, plutôt que de proposer à un enfant, souvent on va lui dire tiens, ce serait bien que tu fasses du piano.
c'est qu'est-ce que la musique, si tu écoutes de la musique, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Il y a des enfants pour qui la musique n'évoque pas grand-chose. Donc c'est commencer à comprendre qu'est-ce qui me fait vibrer en fait. Est-ce que ça évoque? Et ça peut évoluer dans la vie. Je ne dis pas du tout que c'est fixe, hein, mais c'est de tracer des sillons. On a fait d'énormes expériences avec John, avec l'enseignant avec qui je travaille, et on voit dès le plus jeune âge, vraiment, moi, ce qui a été ma révélation quand j'ai fait ça au début, en 2018, c'est de voir sous nos yeux à quel point les enfants, nous les projetons comme enfants, mais ce sont déjà des adultes. Alors ça peut choquer, mais en fait, c'est pas du tout. Il faut les regarder comme des petits adultes, mais ce sont des adultes qui ont plein déjà de, voilà, ils ont aussi des convictions, ils ont des, et on va pas assez chercher en fait ce qui est au fond d'eux. Voilà, il y a déjà plein de choses au fond d'eux qu'on peut aller chercher pour les aider à se construire. C'est pas du tout pour les projeter, de déjà dire, ça y est, je sais qui est mon enfant. Non, c'est leur faire construire ce chemin le plus tôt possible. Faire émerger les personnalités le plus tôt possible. Dernière question, c'est par rapport évidemment au programme de l'éducation nationale. Donc vous continuez, vous êtes en accord avec eux, c'est-à-dire que vous travaillez de concert avec l'éducation nationale pour proposer un programme qui suit celui de l'éducation nationale, ou vous êtes complètement hors contrat? Pas du tout. On est 100% dans le bulletin officiel de l'éducation nationale, que l'on trouve sur le site internet de l'éducation nationale. Donc ça, on est complètement dedans. Moi, je ne viens pas révolutionner ce que l'État décide comme étant ce qu'il faut que les enfants acquièrent. Ce que je propose de renverser, c'est la façon dont on le fait dans la classe. Voilà. Mais pas du tout. Je rassure les parents, tout le programme est assuré, il n'y a aucun problème. Mais la façon dont on le fait qu'on n'y passe que 50% de la journée pour faire autre chose, c'est-à-dire du sport, des arts et de la connaissance de soi. Et donc j'imagine que vous aurez des inspecteurs qui vont venir et que l'école passera probablement en privé sous contrat peut-être d'ici quelques années. C'est ça, c'est 5 ans. Une école, il faut 5 ans pour qu'elle soit, effectivement, elle passe, la période nécessaire et obligatoire. Donc on suivra le même processus, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. On sera content d'accueillir les inspecteurs. Bien sûr, merci beaucoup Florence Catala d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes à l'origine de cette nouvelle école primaire qui est située à Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen. On salue tous les villageois et rouennais justement qui sont à vos côtés, où vous proposez donc à l'école une pédagogie totalement nouvelle qui met la collaboration au cœur de la pédagogie. Merci mille fois d'avoir été avec nous. J'en profite pour remercier les Rouennais. Voilà, on les embrasse. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique Vue à l'étranger. Guillaume, on évoquait la semaine dernière la situation préoccupante en Hongrie. Eh bien, de nouveaux éléments se sont ajoutés dans cette affaire. Oui, souvenez-vous, la semaine dernière, avec Brandon, vous avez évoqué les difficultés rencontrées dans le système éducatif hongrois, des salaires qui sont extrêmement bas, des manifestations réprimandées et surtout des questions sur la liberté d'expression des enseignants. Certains disent même qu'ils ont été récemment licenciés pour avoir tenu des propos trop politiques. Voilà le système éducatif hongrois en ce moment. Alors, autre signe inquiétant sur ce pouvoir politique, un poème a été modifié dans les écoles pour remplacer le mot homosexuel par hongrois. Oui, c'est un poème qui prône la tolérance. Il est écrit par Judith Agnieszkis et on y lit notamment « Encourager les effrayés, reste parce qu'il doit être sauvé, qui ne peut fuir vers personne, qu'il soit pauvre ou sans abri, juif, homosexuel, romani ». Voilà le poème tel qu'il a été fait. Eh bien, selon le quotidien social-démocrate Népszava, excusez-moi, je parle très mal hongrois, l'éditeur de Catholicus Pédagogiae a modifié le poème, donc c'est un éditeur d'ouvrages scolaires. Ils ont repris le poème et ils ont modifié ce poème pour remplacer le terme homosexuel qui apparaît par le terme hongrois. Le problème, eh bien, c'est qu'ils n'ont absolument pas informé l'auteur de ce poème qui est encore en vie et qui défend au contraire des valeurs plutôt pro-féministes, et ils n'ont demandé en fait à personne. Cette auteure, elle a décidé de demander des explications à l'éditeur pour comprendre pourquoi dans les manuels, finalement, le terme homosexuel n'a pas le droit d'apparaître et pourquoi il devrait disparaître. Ça vous rappelle, pour celles et ceux qui aiment la littérature, 1984, le fameux ouvrage de Orwell où l'on décide finalement de supprimer des mots pour dénier un petit peu la réalité. Tout ça
Ça s'inscrit malheureusement dans un climat qui est plutôt anti-LGBTQI ou anti-genre du gouvernement et qui s'est matérialisé par une loi de protection de l'enfance de 2021 qui est accusée par les détracteurs de mélanger homosexualité et pédophilie. Une quinzaine de pays de l'Union européenne et le Parlement européen lui-même poursuivent d'ailleurs la Hongrie pour ses atteintes aux droits des homosexuels. Et face à cette situation, eh bien, certains parents décident de déscolariser les élèves des écoles hongroises. Eh bien oui, comment réagir lorsque l'on a peur que son enfant subisse une idéologie qui est une idéologie un petit peu contrariante et en tout cas un petit peu biaisée? Eh bien, de nombreux parents ont décidé de scolariser leurs enfants dans l'Autriche voisine. On est ainsi passé de 2000 enfants hongrois dans les écoles autrichiennes à plus de 10 000 depuis l'arrivée d'Orban au pouvoir. Au total, ce sont près d'1% des enfants du pays, ce qui est loin, loin, loin d'être très anodin. Et alors, pour être complet sur le sujet, un mot peut-être de la rémunération des enseignants? Oui, on l'a évoqué déjà la semaine dernière, mais c'est toujours bien de le rappeler. Les enseignants sont parmi les moins bien payés de l'Union européenne, ce qui explique aussi le climat pesant. Le salaire annuel moyen, il est autour de 8 000 € par an en moyenne, ce qui est 2 fois moins que le salaire moyen en Hongrie. Merci Guillaume. Allez, tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, elle reçoit Magali Veil. L'école, le collège, le lycée, est-ce que c'est des bons souvenirs? Aujourd'hui, je vais dire que oui. Forcément, quand on est plus jeune, des fois, il y a des choses, on se dit « Oh mon Dieu, pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et comme quand on voit, quand on se moque, c'est vrai que moi, j'ai toujours été un peu ronde, donc quand on est petit et qu'on se moque de nous, forcément, on est mal. Avec le recul, je dirais en fait pas tant que ça. À l'époque, j'avais l'impression qu'on voyait que ça. Et en fait, en y réfléchissant au fur et à mesure du temps, en vieillissant, je me rends compte que pas tant que ça. Ouais, mais si c'est resté en tête, c'est qu'il y avait... Il y a eu quelques petits trucs, bien sûr, mais je pense que ça a été moi aussi qui me suis tout de suite... auto-flagellée, oh, j'ai des kilos en trop, oh, voilà. Donc, non, et dans ta famille, là où il y avait beaucoup d'amour, comment ils réagissaient on n'a jamais été mince dans la famille, donc de toute façon, ça n'a jamais choqué personne. Alors bien sûr... Non, mais fait que toi, et l'impression... Non, quand même. Non. Forcément, si je devais à un moment ne pas être bien, maman était là, elle me rassurait, voilà, et puis... Mais on n'en a pas, dans mes souvenirs, j'en ai pas tant parlé que ça avec ma mère quand j'étais petite... des problèmes de poids, c'est arrivé beaucoup plus tard, surtout au moment de la Starac, en fait, où forcément l'image a été exposée, donc forcément ces problèmes ont pris plus d'importance après. Est-ce que tu étais populaire à l'école? Pas forcément. Alors j'avais des amis, mais moi j'étais une suiveuse. J'étais pas du tout une leader, j'étais une suiveuse. Donc j'avais souvent... j'ai eu ma période bande de copains. J'étais qu'avec des garçons. Je jouais au foot dans la cour. Garçon manqué. Ouais, j'ai eu une petite période garçon manqué. Et, mais sinon, ouais, j'ai eu mes groupes de copines, mes suiveuses. T'as gardé des contacts avec ses amis de l'époque? Alors petite, non. Plus du lycée. Plus Vous êtes période en lycée. Train de... Grâce aux réseaux sociaux, ouais, en fait, on s'est perdu de vue pendant un moment et grâce aux réseaux sociaux, on a réussi à garder contact. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Puis après, toi, tu as eu une trajectoire particulière, donc ça doit... forcément, c'était plus facile pour elle de me retrouver aussi. Oui, voilà. Mais oui, forcément, mais ça n'a rien changé, en fait. Donc, je suis toujours dans leur tête, je suis toujours la lycéenne de l'époque et moi, elles sont toujours mes copines de l'époque aussi. T'étais quel genre d'élève? Dissipée, sérieuse? Non, j'étais très sérieuse. Alors, j'avais pas forcément les meilleures notes, mais j'étais une élève très sérieuse. Moi, la première sonnerie, il fallait que je sois déjà devant la classe. C'était... pas du tout mon genre. Il fallait que je sois déjà devant la classe. Bon, avec les années au lycée, ça s'est un peu effiloché. Mais non, j'ai jamais séché de cours. Ah non, mais moi, fallait que je sois au premier rang. C'était, j'étais une élève très assidue. T'étais un peu une faillotte, non? Pas du tout. Ouais, pas du tout. Premier rang, devant la porte. Non, mais je voulais avoir les bonnes notes. Je voulais vraiment... Moi, mes parents m'avaient toujours dit, s'il y a une matière où t'as plus de difficultés, tu te mets devant, comme ça tu pourras bien suivre le cours et pas être avec les bavards derrière. Parce que par contre, j'étais bavarde. Donc voilà, il fallait être devant. Donc non, et
T'étais discrète, j'ai l'impression aussi. C'est peut-être une volonté de... Alors, j'étais discrète, oui, mais pas forcément, puisque tout le monde savait déjà, même avant la Starac, que je chantais. Parce que j'avais déjà fait quelques petites télés. J'avais fait Facile à chanter, j'avais fait Qui est qui quand j'étais plus jeune. Donc... Ah oui, donc tu t'es Donc on m'avait déjà vu à la télé. Donc... T'étais la petite star quand même de l'école, non? Alors, pour certains... Et pour d'autres, j'étais, c'était, elle se la pète, elle a fait la télé. Donc il y avait les deux. Il y avait les deux. En effet, tout le monde, même si tu as une volonté d'être discrète, tout le monde savait déjà qui t'étais quand elle est en cours, quoi. C'est ça, oui. Et puis on me demandait souvent, en fin d'année, quand on fait plus rien, des petits concerts privés aussi en classe. Ça arrivait souvent. Si je te demande un souvenir d'écolier précis comme ça à partager, lequel te vient en tête spontanément? Je dirais mes cours de musique au collège. Ouais, c'est vrai. Je dirais mes cours de musique parce que j'ai eu un prof qui m'a... Alors pourtant, je ne suis pas solfège, je ne suis pas du tout. Mais tu joues pas d'instrument? Alors j'ai appris un peu le piano, mais ça s'est perdu au fil du temps. Mais ouais, je garde mon prof de musique qui m'a passionnée encore plus pour la musique, pour un autre style de musique que j'ai découvert. Moi, j'étais très variété, j'ai découvert d'autres styles. Et quand je chantais trop fort, il me le disait aussi. Donc ça reste, ça reste marquant. Pourquoi toi, t'avais l'impression que c'était pas assez Non, pas du tout. C'est qu'on chantait tous ensemble. Et puis, moi, je chantais. T'y allais, quoi. Je chantais. Je voulais pas forcément qu'on m'entende, mais c'était ma voix, quoi. Et des fois, ils disaient, mais Kelly, baisse un peu. Ta matière préférée, du coup, c'était la musique? Alors, il y avait la musique, mais aussi l'histoire-géographie. Enfin, surtout l'histoire. Je suis une grande fan d'histoire. J'adore ça. Et donc, j'ai aussi beaucoup aimé tous mes cours d'histoire, ouais. Est-ce qu'il y avait une matière cauchemar? Oh, je dirais les maths, quand même. Alors, c'est marrant parce que je crois que c'est la matière qui revient de manière systématique ici. Ouais, les maths. Alors, faut pas que ma fille regarde ça, surtout pas. On adore les maths. Mais ouais, non, les maths, même si j'avais rien contre, je crois que c'est les maths qui m'aimaient pas. Voilà. Ouais, ça se passe souvent comme ça. Donc ça, tu te l'es traîné jusqu'au bac. Même pas le bac, parce que je l'ai pas passé, du coup, mais ouais, jusqu'au lycée. C'est en terminale que tu as fait la Starac? Ouais, j'ai l'année de ma terminale, donc en fait... j'ai pas fait la terminale. Voilà. J'ai eu mon bac de français, oral écrit, j'ai eu mon bac d'histoire-géographie. C'est un regret, ça, pour toi? Ouais, c'est dommage. C'est dommage de pas avoir eu le bac complet. En plus, j'étais hyper fière de mes notes parce qu'en français, c'était pas gagné. Mais j'étais très fière de mes notes mais je regrette pas d'avoir fait la Starac. Non, voilà, c'était au moment. Mais à la base, je voulais plus tard, en sortant de la Starac, je voulais reprendre mon bac en candidat libre pour avoir le complet. Et puis c'était impossible. Et puis au fil du temps, déjà je pensais pas que j'allais gagner, donc mais non. Voilà. Et puis on pense pas se dire que j'aurais pas le temps, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Magali Vaé pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika, merci Magali. Tout de suite, meilleur de School TV avec le Zap. On va désigner quelqu'un au hasard parmi Fanny. Ça te dit, Fanny, on fasse une expérience? À fond. Génial. Alors, on va faire quelque chose de très simple. J'aimerais que tu penses à une personne que tu apprécies, une personne que tu aimes, je pense, de façon sincère. Quelqu'un de proche à toi. T'as quelqu'un en tête? Oui. Ok. Qui est cette personne pour toi, juste pour savoir Mon mari. Ton mari. Je l'aime, je crois que je l'aime. Je l'aime de façon sincère? De façon... Si c'est pas le cas, on va le savoir tout de suite avec Charlie. Exactement. Je t'aime. Ok, super. Alors, j'aimerais que tu imagines ton mari juste ici, comme s'il était là devant toi. Ok, non, c'est un amour sincère, ça se voit, tu vois, t'es très contente d'imaginer. Alors, tu l'imagines et j'aimerais que tu appelles son prénom dans ta tête, comme si tu criais un peu son prénom pour l'appeler. Tu peux faire ça? Et là, tu vois, c'est intéressant ce qui se passe. Tu as mis une sorte de rythme assez binaire. Je dirais qu'il y a 2 syllabes dans le prénom. Tu peux me dire non si c'est pas ça, mais tu confirmes, c'est très cool. Bravo. Ok. J'aimerais que tu penses à une lettre au milieu du nom. Dans le milieu, de préférence, une consonne, ça sera plus intéressant, il y en a plus. Ok, tu vas penser à cette consonne et moi je vais te réciter l'alphabet dans le désordre. Et tu vas juste penser stop quand tu entends la lettre. Okay. Tu dis pas stop, tu penses stop et tu restes poker face. Ça peut être Z, Y, X, A, B, C, W, V, U, D, E, F, G, H, I, Q, P, O, J, K, L, N, M, T, S, R. Alors là, tu vois, c'est très intéressant ce qui s'est passé. Si tu regardes à la caméra ou en rediff, en fait, tu as eu ce qu'on appelle un effet compensatoire. C'est-à-dire qu'une fois que la lettre est passée, tu as eu un peu ce soulagement de OK, et donc tes paupières ont commencé à cligner beaucoup plus. Et ça veut dire que tu étais stoppé sur une lettre qui était proche. J'aurais dit un L, c'est correct? On est sur un L, génial. Alors je vais terminer par une dernière chose.
Quand tu as crié son prénom, j'avais aussi quelque chose, mais j'avais pas forcément de R à l'intérieur parce que tu n'as pas contracté ta gorge. Je pense que c'est un prénom en 2 syllabes qui se masculin. Je vais tenter quelque chose. Regarde pas ce que j'écris, garde un peu de mystère. Et on va... Je fais plein de trucs comme ça, je sais pas vraiment ce que j'écris. Fanny, est-ce que pour la première fois tu peux me dire le nom de ton mari, de la personne à laquelle tu pensais, s'il te plaît? Donc c'est le moment, c'est là. C'est là, maintenant, là. Julien. Julien, on est bon, exactement. Bravo. Génial. Alors nous, on est vraiment littéralement comme des gosses avec Guillaume sur ce plateau. On est en train de se dire qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais bien qu'on débriefe cette expérience. D'abord, Fanny, qu'est-ce que vous avez ressenti sous les guidelines, la façon dont Charlie vous posait des questions? Est-ce que vous sentiez que vous étiez un petit peu guidée quand même, ou téléguidée pendant cette expérience? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'avais vraiment l'impression, comme dans une hypnose, que je me laissais porter par une conversation naturelle, en fait. Et j'ai pas saisi où était le truc. Donc, je pense que ça doit être bien fait pour ça. Charlie, justement, c'est ça le secret quand on est mentaliste et qu'on veut hacker le cerveau des autres. C'est justement garder ce rythme, ce flot de la conversation tout à fait naturel pour pouvoir mieux se projeter dans les neurones de celui qu'on tente de hacker. Il y a clairement quelque chose dans la façon de parler, dans la façon d'amener la chose. Et il y a aussi ce côté où tu as envie que la personne ait envie aussi de t'aider à réussir. Si c'est très en compétition et qu'elle veut vraiment t'avoir, il y a peu de chances en vrai qu'elle donne des informations. Mais là, Fanny a très bien joué le jeu. En restant poker face, elle a quand même participé activement. Donc ça donne beaucoup d'infos et c'est parce qu'elle joue le jeu aussi. Alors, quoi qu'il arrive, si vous êtes jugé coupable de la triche, vous aurez 0 à l'épreuve dans laquelle vous avez triché. On peut vous mettre 0 à toutes les épreuves du bac, y compris, par exemple, le bac français, même si vous avez triché au grand oral du bac. Donc, on peut vous mettre 0 à toutes les épreuves, ce qui veut dire que vous devez repasser toutes les épreuves. Et après, dans les sanctions de la plus légère, c'est le blâme, c'est la privation de mention. Et après, donc, il y a l'interdiction de repasser le bac jusqu'à 5 ans, avec ou sans sursis. Et il y a l'interdiction de s'inscrire dans tout établissement d'enseignement supérieur pendant 5 ans. Voilà, donc on rigole avec la triche, mais ne le faites pas, ça vaut vraiment pas la peine. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence d'ailleurs, la gradation des sanctions? Vraiment la préméditation, c'est-à-dire qu'en fait, plus la commission disciplinaire va avoir l'impression qu'il y a eu des manœuvres, que vous avez vraiment anticipé la triche, plus la sanction va être lourde. Voilà. Et donc, plus c'est élaboré, si par exemple vous êtes organisé. Il y avait eu le cas d'étudiants où en fait ils avaient des lunettes. Oui, je vous ai vu remettre votre. Voilà, ça, lunettes connectées. Et donc, ils prenaient des photos, ils envoyaient les photos à quelqu'un. Et après, ils avaient les résultats sur leur montre. Vous voyez, donc là, si vous avez carrément des méthodes très élaborées, ou si vous avez fait des ceux-là, après, ils se sont fait embaucher par une entreprise de tech parce qu'ils étaient quand même super forts. Donc, c'est un autre débat. Super fort, c'était James Bond version triche. Quelles sont tes principales préoccupations aujourd'hui ? Les principales préoccupations, aujourd'hui on est dans une actualité qui est très chaude, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte fort de mobilisation sociale contre la réforme des retraites, donc bien sûr qu'on se mobilise contre la réforme des retraites. Et pour toi c'est plié? Pour toi c'est fini? Bien sûr que non, ce n'est pas plié. Là pourquoi on va avoir une prochaine date de l'intersyndicale, et ça va être serré? Nous faisons partie, le 6 juin, 2 jours avant le vote à l'Assemblée nationale qui est le 8 juin. Une fois que nous aurons réussi à convaincre tous les parlementaires que cette réforme est mauvaise en soi, parce que c'est ce que nous allons faire jusqu'au 8 juin, nous allons dans les permanences parlementaires, nous allons discuter avec les députés pour qu'ils votent le projet de loi le 8 juin pour l'abrogation de la loi. Et il y a une grande mobilisation. Et la pression des jeunes, la pression lycéenne, voire même collégienne, elle peut être suffisante, car on sait que les députés dont tu parles, que tu vises, que tu cibles, ils sont aussi soumis à une certaine pression de la part du gouvernement. C'est vrai, c'est totalement vrai. Mais quand vous avez... Quand ils vont faire le compte, à mon avis, ça va être... Quand vous avez dans votre circonscription une majorité de la population qui vous dit que ce projet de réforme est... Vous avez été élu par ces gens. Vous avez été élu par ces gens qui vous disent que ce projet de réforme, ils n'en veulent pas. Alors, entre un gouvernement qui commence un peu à arriver à son bout, une minorité présidentielle, quelqu'un qui fait ses réformes de son côté et qui est seul contre tous, et entre le peuple, la population qui vous demande l'abrogation de cette loi, qu'est-ce que vous choisissez? Eh ben moi, je choisis l'abrogation de cette loi. Si je serais député, je choisirais l'abrogation de cette loi et je pense que c'est ce qui va être, je pense que c'est ce qui va se passer. Quel est ton sentiment sur la réforme des lycées pro? La réforme des lycées pro, c'est une machine à faire de la chair à pâté aux entreprises. Alors c'est quoi cette réforme déjà? Quelles sont les propositions qui sont sur la table? La proposition principale déjà, c'est augmenter de 50%, jusqu'à 50%, le nombre d'heures en stage.
Alors bien sûr que les lycéens professionnels ont besoin d'heures de stage parce qu'ils ont besoin de se former, parce que c'est une alternative à avoir des cours, trop de cours, et il faut justement qu'ils puissent apprendre un nouveau métier. Mais là n'est pas la question, c'est qu'ils ont déjà ces heures de stage. En mettre trop, c'est négliger les heures de cours théoriques. Et ces heures de cours théoriques, ils en ont besoin pour réfléchir, ils en ont besoin pour s'émanciper et pour avoir un esprit critique. Si on leur supprime, cela fait de la chair à pâté aux entreprises. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc ils vont rémunérer les lycéens pros, et avant, ça, c'était pas le début. Moi, je vous dis, c'est le minimum. Ça devait être fait depuis le début, rémunérer les lycéens pro. Et là, c'est encore, ils le rémunèrent moins qu'un stagiaire. J'ai le sentiment que dès qu'il y a une petite avancée, encore une fois, je me fais la voix du gouvernement, dès qu'il y a une petite avancée, c'est jamais bon, ou en tout cas, c'est-à-dire que jamais assez. Chaque avancée, ils sont rémunérés, c'est bien, mais bon, il fallait le faire depuis longtemps. Les heures de cours, bon, là, effectivement, les heures de stage, c'est-à-dire que si on nous écoutait plus tôt, ça aurait été bien. Par exemple, pour la réforme des bourses, on vous donne jusqu'à 37,5 € en plus par mois. J'appelle ça, pareil pour la réforme des lycées pro, on vous paye 2 € de l'heure. J'appelle ça du mépris. Quand on demande du pain et qu'on vous donne du miette, ça c'est du mépris. Donc réellement, forcément qu'on n'est pas d'accord, on va pas s'en tenir à là. On les prend, les petites avancées. On est content de les avoir. Mais on voudrait beaucoup plus parce qu'on demande beaucoup plus. Et pourquoi est-ce que ça nous choque à ce point-là, finalement, aujourd'hui, d'utiliser, encore une fois, ce driver qui est l'excellence, qui peut nous tirer vers le haut Vous nous dites aussi quelque part dans cet ouvrage que finalement on préfère parfois s'en remettre à un petit peu du coton, enfin, ce côté soft skills, ce côté très enveloppant, ce côté très doudou du développement personnel, plutôt que de faire face aux véritables problèmes, aux véritables questions, et allez, de se mettre un peu un coup de pied aux fesses parfois. Oui, alors en fait, quand j'attaque les soft skills, par exemple, c'est pas, je dis pas que les soft skills c'est pas bien. Je trouve que c'est très bien de vouloir développer ces soft skills. En revanche, ce que j'apporte, c'est que la communication non violente, les soft skills, etc., ce sont des stigmates d'une société qui veut à tout prix mettre en avant la vulnérabilité de l'humain. Et en fait, toute cette guimauve me barbe, pour ne pas dire autre chose. Oui, j'avais compris. Mais elle me barbe d'autant plus en tant que psychologue, puisque je suis aussi psychologue clinicienne et je reçois des patients tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai noté chez mes patients. C'est toujours cette idée, mon enfant, pour moi, l'essentiel, c'est qu'il soit heureux. Je veux pas attendre plus de lui. Et on se sent un bon parent quand on dit des choses comme ça. Non, tu t'attends pas plus de lui, en fait. Et donc, si ton enfant, il se retrouve à 40 ans chez toi, pas de travail, pas marié, rien, et que il est heureux, il est bien, s'il te dit lui-même qu'il est heureux, alors c'est OK. Ah non, alors là, c'est pas complètement OK. Vous voyez, donc il y a cette idée que quand on est vulnérable, quand on est dans la communication non violente, c'est-à-dire qu'on va pas élever le ton, on est quelqu'un de sage, quelqu'un de bien. Et quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui montre sa vulnérabilité. Et ça, je pense que pour notre société globalement et pour nos individus, enfin pour nous tous individuellement, ça n'est pas bon parce que il y a cette idée de les premiers seront les derniers. On a déjà lu ça quelque part. Cette idée que quand on est quelqu'un de fragile, de vulnérable, on est quelqu'un de bien. Et donc, on communique toujours là-dessus. Et notre société, alors moi je dis qu'elle se féminise, mais pour moi, c'est pas une question d'être un homme ou être une femme, mais il n'y a que des codes féminins, j'ai l'impression, dans notre société. La communication non violente, la rondeur, les soft skills. Un homme qui est un homme bien, c'est un homme qui est hypersensible, qui montre sa sensibilité. C'est vrai aussi, mais pas que. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va montrer en priorité de l'homme bien. Il faudrait s'inspirer de quel autre pays, justement, d'après toi? Est-ce que tu as des modèles en tête, plus sonores, peut-être? Sur le système éducatif, il faut s'appuyer sur les pays nordiques, sur les pays scandinaves. Vous savez que les pays scandinaves, chaque jeune, ils ont 700 € d'office, minimum, et qui ne sont pas redistribués par rapport à leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est qu'on infantilise les étudiants parce qu'ils ont énormément d'impôts, comme nous, sauf que tu as le sentiment que tu sais un petit peu plus où passe ton argent. C'est ça. Et là, on leur donne direct 700 € pour pouvoir étudier, pour pouvoir vivre décemment, même si c'est pas assez, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, en France, il faudrait 1100 € pour un étudiant pour vivre décemment. C'est-à-dire payer son logement, payer sa nourriture, ne pas sauter de repas, payer, avoir une bonne santé, avoir une bonne hygiène. Et ça, 1100 €, c'est ce qu'on revendique, c'est-à-dire avoir un revenu d'allocation d'autonomie pour chaque jeune. Parce qu'il n'y a pas de RSA jeune, enfin, le minimum ce serait d'ouvrir le RSA pour tous les jeunes de moins de 24 ans, parce que des 18 à 24 ans, vous ne pouvez pas toucher le RSA aujourd'hui.
Déjà, le projet, c'est donc d'avoir créé une mini-entreprise qui permet de faire des méduses échouées ou abîmées en bord de mer un engrais pour faire pousser les plantes et les cultures. D'accord. Et comment ont-ils su que les méduses constituaient un bon engrais? Alors en fait, ils cherchaient des idées comme ça, et après avoir observé des cadavres de méduses en bord de mer, bon, comme ça c'est pas très joyeux, mais ils se sont demandé s'ils pouvaient pas en faire quelque chose. Ils ont fait des recherches, ils ont fait appel à des spécialistes, à un docteur en biologie en l'occurrence, et ils ont finalement découvert que les méduses étaient déjà utilisées dans l'Antiquité pour l'agriculture. Et ça marche super bien. Et ça marche super bien, les résultats sont bluffants. En fait, le collagène contenu dans les méduses hydrate parfaitement et plus longtemps les plantes. C'est un engrais très efficace. Ils ont donc créé cette mini-entreprise et avec voilà, le packaging, le brevetage de l'idée, etc., etc. Le tout encadré par leur professeur, donc c'est un super projet. Et ça les a un peu dépassés tout ça parce qu'ils ont représenté la France au concours Euronext où participent des jeunes qui ont créé leur mini-entreprise. Ils ont loupé la première place de très peu. Ils se sont fait devancer par les Irlandais. Ouais, mais quand même superbe expérience. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous suivre si nombreux. Vous savez que vous pouvez nous écrire. On vous répond, cette fameuse phrase tant dite, tant aimée. Qu'est-ce que vous répondez, cher Guillaume? Je réponds. J'ai reçu une carte postale ici à School. Ouais. Une carte postale d'une fan de vous qui voulait une photo. Ça, c'est pour me faire plaisir. Absolument. Vous avez répondu, j'imagine. J'ai évidemment répondu avec ma plus belle plume. Voilà, ça marche, vous voyez. En tout cas, aujourd'hui, merci 1000 fois à la réalisation. C'est Mani Pez avec Chausson, c'est Alexis Oussabassidis, le maquillage Taïs Sayad, et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Très belle soirée à tous. Ciao.